ma sœur a transformé ma vie en enfer et attend maintenant un enfant de mon mari. Mais quand nos parents l'ont déshéritée, elle m'a supplié de l'aider. Je vais vous raconter une histoire qui pourrait vous sembler familière, mais je vous promets que la fin vous surprendra. Je m'appelle Clara, et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que j'étais le problème de ma famille. Vous savez comment certaines familles ont cet enfant qui ne peut rien faire de mal? Eh bien, c'était ma sœur cadette, Léa. Et j'étais celle qui, apparemment, ne pouvait rien faire de bien. En y repensant maintenant, je peux voir à quel point tout était tordu. Mais quand vous le vivez, quand c'est votre normalité, vous ne vous demandez pas pourquoi vos parents s'illuminent quand une fille entre dans la pièce et reconnaissent à peine l'autre. Léa est née quand j'avais 7 ans, et dès le premier jour, elle a été traitée comme un miracle précieux. C'était peut-être parce que c'était le bébé. Ou peut-être parce qu'elle avait ses grands yeux verts et ses boucles blondes qui faisaient que des étrangers arrêtaient ma mère dans la rue pour complimenter sa belle-fille. Moi, j'avais des cheveux et des yeux marrons ennuyeux. Et j'étais toujours trop sérieuse, trop indépendante, trop de tout ce qui, apparemment, n'était pas charmant. Pendant que je passais mes après-midi à faire mes devoirs à la table de la cuisine, Léa se blottissait sur les genoux de papa en regardant des dessins animés. Pendant que j'aidais maman avec la vaisselle, Léa se faisait faire les ongles ou tresser les cheveux. J'ai appris très tôt que l'amour dans notre maison était conditionnel et rare. Alors, j'ai décidé de le gagner par mes réalisations. Je suis devenue la responsable, l'élève avec d'excellentes notes, la fille qui ne demandait jamais rien parce que je savais que la réponse serait probablement non de toute façon. Léa est devenue la princesse qui n'avait qu'à battre des cils pour obtenir tout ce qu'elle voulait. Clara, pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur, disait maman quand j'exprimais un besoin ou un désir. Léa est si douce et facile à vivre. Douce. C'est ce qu'ils pensaient tous. Mais même à 7 ans, je pouvais voir quelque chose dans les yeux de Léa quand les adultes ne regardaient pas. Quelque chose de froid et de calculateur qui me tordait l'estomac d'une anxiété que je ne pouvais pas encore nommer. Quand elle eut 5 ans et moi 12, la dynamique était figée. Elle était l'enfant en or et j'étais la personne fiable qui existait pour faciliter la vie de tout le monde. Je me suis dit que c'était bien. Je me suis dit que je n'avais pas besoin de leur approbation. Mais au fond, la petite fille en moi continuait de se demander ce que j'avais fait de mal pour mériter si peu de l'amour de mes parents et pourquoi ma sœur semblait en avoir tant sans même essayer. Je n'avais aucune idée que le pire était encore à venir, ou que ce favoritisme finirait par créer un monstre qui tenterait de détruire tout ce que j'avais tant travaillé à construire. Les signes étaient tous là depuis le début, mais personne ne voulait les voir. Pas même moi. La première fois que j'ai réalisé que Léa n'était pas l'ange doux que tout le monde croyait qu'elle était, j'avais 13 ans et elle en avait 6. Je suis rentrée de l'école pour trouver mon journal intime déchiré, des pages éparpillées sur le sol de ma chambre comme des confettis. Quand j'ai couru en pleurant vers maman, Léa était juste derrière moi avec des larmes de crocodile, affirmant qu'elle cherchait des crayons et l'avait accidentellement fait tomber de mon bureau. Je suis désolée, Clara, gémit-elle, jetant ses bras autour des jambes de maman. Je ne l'ai pas fait exprès. Maman a fondu instantanément, a pris Léa dans ses bras et m'a jeté un regard désapprobateur. C'est juste un journal, Clara. N'en fais pas toute une histoire. Ce n'est qu'une petite fille. Mais j'avais vu le visage de Léa pendant une fraction de seconde avant qu'elle ne commence à pleurer. Elle avait souri, en fait souri. C'est là que le vrai tourment a commencé. Elle fouillait dans mon sac à dos quand je ne regardais pas. Parfois, elle prenait mes devoirs ou jetait mon déjeuner. Quand je me plaignais, elle le niait avec une innocence si convaincante que même moi, je commençais à douter de moi-même. Tu as peut-être oublié de le ranger, suggérait maman. Tu deviens si distraite dernièrement. Le sabotage alimentaire était particulièrement cruel. Léa a découvert que j'étais intolérante au lactose avant moi, glissant du lait dans mon jus d'orange ou du fromage dans mes sandwichs, puis me regardant avec fascination me tordre de crampes d'estomac. Pauvre Clara est encore malade, annonçait-elle à quiconque voulait l'écouter, sa voix dégoulinant de fausses inquiétudes. Mes affaires devenaient les victimes de sa guerre contre moi. Mon pull préféré se trouait mystérieusement. Mes livres disparaissaient juste avant des examens importants. Mon réveil était débranché, alors je m'endormais et j'avais des ennuis. Chaque incident avait une explication qui faisait paraître Léa innocente et moi négligente.
Le pire, c'était la façon dont elle utilisait d'autres enfants contre moi. Elle avait ce don de manipulation qui était terrifiant chez quelqu'un d'aussi jeune. Elle disait aux enfants à l'école que j'avais dit des choses méchantes à leur sujet, ou elle partageait des histoires embarrassantes sur moi qu'elle avait surprises à la maison. Bientôt, je me suis retrouvée sans amis et isolée avec une réputation de fille bizarre avec des problèmes familiaux. « Pourquoi tu n'as plus d'amis à la maison ?» demanda papa un jour. Et je voulais crier que c'était parce que sa précieuse fille avait systématiquement détruit toutes les amitiés potentielles que j'avais essayé de construire. Au lieu de cela, j'ai juste haussé les épaules et dit « Je préfère étudier. » Tu vois, dit maman, comme si cela prouvait quelque chose. Clara a toujours été asociale. Léa se fait des amis partout où elle va. Bien sûr qu'elle en faisait. Mais à la maison, quand nous étions seuls, elle me coinçait et me chuchotait des choses qui me glaçaient le sang. Personne ne t'aime, disait-elle avec ce doux sourire. Maman et papa souhaitent que je sois leur seule fille. Je n'oublierai jamais l'odeur de cheveux brûlés et le regard de pure haine dans les yeux de ma sœur le jour où tout a changé pour toujours. J'avais 15 ans, Léa en avait 8, et je me préparais pour mon premier vrai rendez-vous. Thomas Dubois m'avait enfin invité au bal de l'école. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment heureuse de quelque chose. J'avais économisé mon argent de babysitting pour acheter une robe, et je me bouclais les cheveux dans la salle de bain, fredonnant doucement. C'est alors que Léa apparut dans l'embrasure de la porte, tenant le briquet de papa. « Tu as l'air stupide, dit-elle, sa voix plate et froide. Thomas va se moquer de toi. » Je l'ai ignoré, me concentrant sur mon reflet. J'avais appris que s'engager avec elle ne faisait qu'aggraver les choses. Mais l'ignorer était apparemment aussi le mauvais choix, car la seconde d'après, elle s'était jetée en avant et avait allumé le briquet juste près de mes cheveux. La flamme a attrapé les pointes de mes boucles instantanément. J'ai crié et reculé, tapotant frénétiquement mes cheveux tandis que l'odeur âcre remplissait la salle de bain. Dans le miroir, je pouvais voir qu'une touffe de mes cheveux était brûlée, laissant un désordre inégal et brûlé sur le côté droit de ma tête. Léa, ai-je hurlé, mais elle courait déjà dans le couloir, criant « Papa !» Clara me crie encore dessus. Mais cette fois, papa avait entendu mon cri. Cette fois, il est venu en courant et m'a trouvé debout dans la salle de bain avec les cheveux brûlés et des larmes coulant sur mon visage. Tenant la preuve, son briquet qui n'avait certainement pas été dans la salle de bain auparavant. « Que s'est-il passé ?» a-t-il demandé, regardant entre nous. Elle a essayé de mettre le feu à mes cheveux, ai-je dit, ma voix tremblante. Léa a immédiatement éclaté en sanglots. Je ne l'ai pas fait exprès. Je jouais juste. Elle m'a arraché le briquet et il est allé trop près. Et je suis désolée. Je suis désolée. Pendant un instant, j'ai pensé que ce serait comme toutes les autres fois. J'ai pensé que papa la réconforterait et me dirait de ne pas être si dramatique. Mais quelque chose dans son visage était différent. C'était peut-être l'odeur de cheveux brûlés qu'on ne pouvait pas nier. C'était peut-être la façon dont je tremblais. C'était peut-être enfin de voir la preuve physique de ce dont sa fille cadette était capable. « Léa, dit-il calmement, et sa voix avait un ton que je n'avais jamais entendu auparavant. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. » Je l'ai déjà fait, gémit elle, mais ses pleurs sonnaient différemment maintenant, désespérés au lieu de manipulateurs. Papa a regardé le briquet dans ma main, puis mes cheveux brûlés, puis le visage de Léa. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu le doute s'immiscer dans son expression quand il a regardé son enfant en or. « Ça s'arrête maintenant, dit-il. » Et je n'étais pas sûre s'il lui parlait à elle ou à lui-même. « Léa, va dans ta chambre. Nous discuterons de cela après que je me sois occupée de ta sœur. » Papa a tenu parole. En une semaine, j'étais inscrite à un cours de kickboxing à l'Académie d'arts martiaux de Morrison en centre-ville. Au début, j'étais terrifiée et maladroite, la seule adolescente dans une classe pleine d'adultes confiants qui semblaient savoir exactement ce qu'ils faisaient. Mais quelque chose de magique s'est produit après environ un mois. Mon corps a commencé à se souvenir de ce que c'était que d'être forte. Mon esprit a commencé à calmer l'anxiété constante qui était devenue mon état par défaut. Pour la première fois depuis des années, j'avais un endroit où canaliser toute la colère et la frustration que j'avais portée en moi. Sensei qui m'est devenu comme un second père pour moi.
C'était un homme calme et intense qui n'élevait jamais la voix, mais qui exigeait le respect complet de tous dans la pièce. Il m'a appris que la force ne consistait pas à être le plus grand ou le plus bruyant. Il s'agissait d'être centré, confiante et intrépide. Le pouvoir vient de l'intérieur, disait-il pendant nos séances de méditation. Personne ne peut vous l'enlever à moins que vous ne les laissiez faire. À la maison, la dynamique changeait. Léa ne comprenait pas pourquoi ses tactiques habituelles ne fonctionnaient plus sur moi. Quand elle essayait de me coincer avec ses menaces chuchotées, je la regardais droit dans les yeux avec un calme qui la déconcertait clairement. Le vrai test est venu 3 mois après le début de mon entraînement. J'étais dans ma chambre à faire mes devoirs quand je l'ai entendue fouiller dans mon sac à dos dans le couloir. Ce n'était pas nouveau. Elle me volait mon argent de déjeuner depuis des années, et j'avais appris à cacher la plupart de mon argent liquide à différents endroits. Mais ce jour-là, elle a trouvé mon billet de 20 € d'urgence, celui que je gardais pour les vraies urgences. Rends-le, Léa, dis-je depuis ma porte, ma voix stable et calme. Elle leva les yeux vers moi avec ce sourire narquois défiant familier, froissant le billet dans son poing. Fais-moi le faire. Pendant 8 ans, j'avais fui des moments comme celui-ci. Je m'étais plainte à des parents qui n'écoutaient pas, j'avais essayé de raisonner quelqu'un qui n'avait aucun intérêt à la raison et j'avais finalement juste accepté que j'étais impuissante contre elle. Mais quelque chose était différent maintenant. Je pouvais sentir la force dans mes jambes, le contrôle de ma respiration, la confiance tranquille que des mois d'entraînement avaient bâti en moi. Je te le demande gentiment une dernière fois, dis-je. Rends-moi mon argent. Ou quoi, railla-t-elle, faisant un pas de plus. Tu vas encore pleurer chez papa? Elle tendit la main pour me pousser comme elle l'avait fait 100 fois auparavant, mais cette fois, j'étais prête. J'ai attrapé son poignet doucement mais fermement, appliquant juste assez de pression pour arrêter son mouvement sans la blesser. Le regard de choc sur son visage était inestimable. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un l'avait physiquement empêchée de faire exactement ce qu'elle voulait. Je ne veux pas te faire de mal, dis-je calmement. Mais je ne te laisserai plus me faire de mal non plus. Quand Léa ne put plus m'intimider physiquement, elle adapta sa stratégie comme un prédateur apprenant de nouvelles techniques de chasse. Les attaques directes cessèrent, mais elles furent remplacées par quelque chose de beaucoup plus insidieux. Une campagne froide et calculée conçue pour me faire sentir invisible et sans valeur dans ma propre maison. Elle me donnait le traitement du silence pendant des semaines, agissant comme si je n'existais tout simplement pas forcée de reconnaître ma présence. Elle utilisait un ton de voix qui réussissait à transmettre un dégoût complet sans dire quoi que ce soit d'assez offensant pour que nos parents le remarquent. « Tu peux passer le sel ?» demandait-elle au dîner. Mais la façon dont elle le disait laissait entendre que j'étais une sorte de contamination avec laquelle elle était forcée d'interagir. Elle est devenue une experte en compliments à double tranchant, délivrés devant nos parents. Clara a tellement de chance de ne pas se soucier de son apparence, disait-elle gentiment. J'aimerais être aussi confiante en étant banale. Maman riait et ébouriffait les cheveux de Léa. Tu es terrible, disait-elle affectueusement, comme si c'était mignon plutôt que cruel. Mais voici ce qu'il en est des intimidateurs qui ne peuvent plus vous briser. Ils commencent à perdre leur pouvoir, et ce désespoir devient évident pour tout le monde autour d'eux. J'en avais fini de réagir à ces provocations, j'en avais fini d'essayer de me défendre, j'en avais fini de me soucier de savoir si elle m'aimait ou non. Au lieu de cela, je me suis plongée dans mes études avec une concentration qui m'a surprise moi-même. J'ai rejoint l'équipe de débat, fait du bénévolat à la bibliothèque municipale et passé mes soirées à travailler sur des demandes de bourse d'études. Chaque heure que je passais à construire mon avenir était une heure que je n'avais pas à passer à penser à ma vie familiale toxique. Au cours de ma première année de lycée, Madame Dubois, ma conseillère d'orientation, m'a appelée dans son bureau avec une nouvelle qui allait tout changer. « Clara, j'ai quelque chose d'excitant à te dire, dit-elle, retenant à peine son enthousiasme. Tu as obtenu la bourse d'études académiques Harrison pour l'université d'État. Frais de scolarité complets, logement et nourriture, plus une allocation pour les livres. » Je la regardais, ne comprenant pas tout à fait ce qu'elle disait. « Bourse complète ? Entièrement prise en charge ? » Elle confirma. 4 ans entièrement payés tant que tu maintiens une moyenne de 3,5. Clara, cette bourse est incroyablement compétitive. Ils n'en accordent que 3 par an dans tout l'État.
Ce soir-là au dîner, j'ai partagé la nouvelle avec ma famille. Le visage de papa s'est illuminé d'une fierté sincère. Clara, c'est incroyable. Je suis si fière de toi. Maman semblait contente mais distraite. C'est merveilleux, ma chérie. Pourras-tu toujours rentrer le week-end pour aider ici? Mais ce fut la réaction de Léa qui me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Pendant un instant, son masque soigneusement construit s'est effondré, et j'ai vu une pure rage éclairer son visage. Pas de la déception ou de la tristesse que je parte. De la rage que je réussisse. Dans 8 mois, je serai libre. L'université, c'était comme entrer dans un univers parallèle où je pouvais me réinventer complètement. Personne à l'université d'État ne connaissait mes dynamiques familiales compliquées ou mes années passées à être le bouc émissaire de la famille. Pour la première fois de ma vie, je pouvais juste être Clara. Je me suis plongée dans la vie du campus avec l'enthousiasme de quelqu'un qui rattrapait le temps perdu. J'ai rejoint le club de photographie, fait du bénévolat au centre des femmes du campus et je me suis fait des amis, de vrais amis qui appréciaient ma compagnie et me recherchaient juste parce qu'ils aimaient être avec moi. C'est au cours de ma 2e année que j'ai rencontré Marc lors d'un groupe d'études pour les statistiques avancées. C'était un homme calme et réfléchi, qui faisait des études d'ingénieur, avec des yeux gentils et un sourire qui me faisait battre le cœur chaque fois qu'il me regardait. Ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point il semblait sincèrement intéressé par ce que j'avais à dire. Notre premier rendez-vous a eu lieu dans un petit café hors campus où nous avons parlé pendant 4 heures d'affilée de tout et de rien. Il m'a raconté son enfance en tant qu'enfant du milieu dans une famille de 5 enfants, son rêve de concevoir des logements durables, sa peur des hauteurs malgré son désir de construire des gratte-ciel. Je me suis retrouvée à m'ouvrir à lui d'une manière que je n'avais jamais faite avec personne. Je lui ai parlé de ma bourse, de mon amour pour la photographie, de ma relation compliquée avec ma famille, même si je gardais les pires détails pour moi. Certaines histoires étaient trop lourdes pour un 2e rendez-vous. Tu es différente des autres filles que j'ai connues, dit-il en me raccompagnant à mon dortoir. Tu es si indépendante et forte, comme si tu savais exactement qui tu es. Marc et moi sommes devenus inséparables au cours des mois suivants. Il était patient et doux d'une manière que je n'avais jamais expérimentée, me traitant comme si j'étais précieuse plutôt qu'un inconvénient. Quand je lui ai parlé de mon entraînement en arts martiaux, il n'a pas semblé intimidé. Au lieu de cela, il m'a demandé si je voulais lui apprendre quelques mouvements de base. Mais la vie a une façon de vous lancer des imprévus quand vous vous y attendez le moins. Au cours du semestre de printemps de ma 3e année, j'ai réalisé que j'avais du retard. Pas seulement quelques jours de retard, 2 semaines de retard, avec des symptômes que je ne pouvais plus ignorer. Le test de grossesse a montré 2 lignes roses qui ont tout changé en un instant. Je me suis assise sur le sol de ma chambre de dortoir, fixant le test, sentant mon avenir soigneusement planifié s'effondrer autour de moi. J'avais tellement travaillé pour échapper à ma vie familiale chaotique, pour construire quelque chose de stable et de prévisible. Et maintenant ça. Quand j'ai dit à Marc, j'ai vu son visage passer par toutes les émotions. Choc, peur, inquiétude, et finalement détermination. Nous allons trouver une solution, dit-il, prenant mes mains dans les siennes. Quoi que tu veuilles faire, nous trouverons une solution ensemble. Je ne sais pas ce que je veux, ai-je admis. Je n'avais jamais prévu que cela arrive maintenant. Je sais, dit-il doucement. Mais Clara, je t'aime. J'essayais de trouver le courage de te le dire depuis des semaines. Si tu veux garder ce bébé, je veux le faire avec toi. Je veux t'épouser. La première trahison est arrivée quand Émilie avait 6 mois. J'ai trouvé les messages sur le téléphone de Marc complètement par accident. Je l'avais pris au lieu du mien sur le comptoir quand le pédiatre d'Émilie a appelé, et l'écran s'est allumé avec une notification qui m'a glacé le sang. La nuit dernière était incroyable. Quand puis-je te revoir, Rebecca? Je suis restée là, dans notre petite cuisine, tenant notre bébé capricieux tout en fixant des mots qui ont brisé mon monde. Rebecca était une fille de son programme d'ingénierie, quelqu'un qui l'avait mentionné avec désinvolture quelquefois comme partenaire d'études. Quand Marc est rentré ce soir-là, j'étais assise à notre petite table de salle à manger avec son téléphone placé au centre comme preuve dans une salle d'audience. Nous devons parler, dis-je, et quelque chose dans ma voix le fit pâlir complètement. Il n'a pas essayé de nier. Je dois lui accorder cela.
Il s'est assis en face de moi, a mis sa tête dans ses mains et m'a tout raconté. Cela durait depuis 3 semaines. Il était stressé par l'argent, par l'école, par le fait d'être père si jeune. Et elle avait été là, offrant une évasion de toutes les responsabilités. Ça ne voulait rien dire, dit-il, les larmes coulant sur son visage. Clara, je te jure, ça ne voulait absolument rien dire. Je t'aime. J'aime Émilie. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Je voulais lui crier dessus. Je voulais jeter des choses. Je voulais prendre Émilie et sortir par cette porte et ne jamais regarder en arrière. Mais je savais aussi que la monoparentalité signifierait abandonner l'école, renoncer à mes projets de carrière, éventuellement retourner chez mes parents, retourner dans l'environnement toxique dont j'avais tant lutté pour m'échapper. Alors j'ai fait un choix dont je ne suis toujours pas sûre qu'il était juste ou faux. J'ai choisi de lui pardonner. Cela n'arrivera plus jamais, dis-je, ma voix stable malgré le tremblement de terre dans ma poitrine. Jamais. Si tu veux partir, pars maintenant. Mais si tu restes, tu choisis complètement cette famille. Il a promis. Il a juré. Il a suivi une thérapie. Il a supprimé ses comptes de réseaux sociaux et a changé de groupe d'études et a tout fait correctement pendant les 2 années suivantes jusqu'à ce qu'il ne le fasse plus. Émilie avait presque 3 ans quand j'ai découvert la 2e liaison. Cette fois, c'était sa superviseure à son nouveau travail, une femme de 10 ans son aînée qui l'avait encadrée. Je l'ai découvert quand elle a appelé notre maison à minuit, ivre et en pleurs, le suppliant de me quitter pour elle. Clara, je peux expliquer, dit-il quand je l'ai confronté. Mais ses explications commençaient à ressembler à des scripts répétés. Cette fois, j'étais plus en colère, moins disposée à accepter son remords. Comment suis-je censée te faire confiance à nouveau? Comment suis-je censée croire ce que tu dis? Parce que je te le prouverai, dit-il désespérément. Peu importe le temps que cela prendra, je prouverai que toi et Émilie êtes tout pour moi. Encore une fois, j'ai choisi de rester. Encore une fois, j'ai choisi de croire en la reconstruction de ce que nous avions. Peut-être étais-je naïve. Ou peut-être étais-je juste terrifiée d'être une mère célibataire luttant pour joindre les 2 bouts. La confession est arrivée un mardi soir de mars, 7 ans après notre mariage. Pendant que je chargeais le lave-vaisselle après le coucher d'Émilie, Marc agissait bizarrement depuis des semaines. Distrait, coupable, sautant à chaque fois que son téléphone sonnait. J'avais commencé à me demander si nous nous dirigions vers la trahison numéro 3. Mais je n'aurais jamais pu me préparer à ce qu'il m'a réellement dit. Clara, nous devons parler, dit-il. Et ces 4 mots m'ont glacé le sang parce que je les avais déjà entendus dans ce contexte exact. Je me suis séché les mains lentement, essayant de me préparer à une autre confession concernant un autre collègue ou ami d'université. Mais quand je me suis retournée, Marc avait l'air plus détruit que je ne l'avais jamais vu. Assieds-toi, dit-il. Dis-le-moi juste, dis-je. Qui est-ce cette fois? La pause qui a suivi a duré une éternité. Quand il a finalement parlé, sa voix était à peine un murmure. C'est Léa. Pendant un instant, mon cerveau n'a pas pu traiter ce qu'il avait dit. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est Léa? Ta sœur? Clara, je suis tellement désolée. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Je n'ai jamais voulu te faire souffrir comme ça. Le sol de la cuisine sembla basculer sous mes pieds. Tu as une liaison avec ma sœur. Ça a commencé il y a 6 mois quand elle est venue nous rendre visite pour Noël, dit-il, les mots s'échappant comme s'il avait répété ce discours. Elle traversait une période difficile et nous parlions juste et d'une manière ou d'une autre, c'est arrivé. 6 mois? Le nombre me frappa comme un coup physique. Tu couches avec ma sœur depuis 6 mois. Clara, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. 6 mois, répétai-je, m'enfonçant dans une chaise de cuisine. Tous ces dîners de famille. Toutes ces fois où elle m'a serré dans ses bras et m'a demandé des nouvelles d'Émilie et a agi comme si elle se souciait de notre famille. Elle couchait avec mon mari. Marc pleurait maintenant. Des larmes laides et désespérées pour lesquelles je ne ressentais rien. Il y a plus, murmura-t-il. J'ai ri. J'ai réellement ri parce que pourrait-il y avoir de plus? Plus? Que pourrait-il y avoir de plus, Marc? Elle est enceinte. Le monde s'est arrêté de tourner.
Tout est devenu silencieux sauf le bourdonnement du réfrigérateur et le son de mon propre cœur se brisant en morceaux si petits qu'ils ne seraient jamais remis ensemble. Enceinte, répétai-je. Nous ne savons pas. Je veux dire, nous ne sommes pas sûrs si c'est le mien ou... Ou quoi? Ma voix était maintenant d'un calme mortel. Le même ton que j'avais utilisé avec Léa quand j'avais finalement appris à me défendre. Elle voyait quelqu'un d'autre à peu près à la même époque. Mais Clara, le timing, ça pourrait être le mien. Je regardais cet homme autour de qui j'avais construit ma vie, le père de ma fille, la personne que j'avais pardonné 2 fois auparavant pour avoir trahi ma confiance. Et j'ai réalisé que tout cela, les excuses, la thérapie, les promesses, avaient été des mensonges. Il n'était pas désolé de m'avoir trahi. Il était désolé d'avoir été pris. Sors, dis-je calmement. Il m'a fallu 3 semaines pour trouver le courage d'appeler mes parents. 3 semaines à dire à Émilie que papa était en voyage d'affaires prolongé. 3 semaines à pleurer jusqu'à ce que je m'endorme après qu'elle se soit couchée. 3 semaines à planifier exactement comment gérer la conversation. Cela allait tout changer. Je savais que je devais être stratégique. Léa avait passé toute notre vie à manipuler les situations pour se faire passer pour la victime. Et je ne pouvais pas simplement appeler en hurlant des accusations sans preuve. Mais je la connaissais aussi assez bien pour prédire exactement comment elle réagirait si elle était confrontée. Alors j'ai tendu un piège. J'ai appelé maman un samedi après-midi, sachant que papa serait aussi à la maison, et je leur ai demandé de me mettre sur haut-parleur pour une discussion familiale. Bien sûr, ma chérie, dit maman. Est-ce que tout va bien? Tu as l'air stressée. En fait, non. Tout ne va pas bien, commençai-je avec prudence. Marc et moi avons de sérieux problèmes et j'ai besoin de vous parler de l'implication de Léa. Il y eut une pause. L'implication de Léa, demanda papa. Qu'est-ce que Léa a à voir avec votre mariage? Eh bien, c'est ce que j'espère que vous pourrez m'aider à comprendre, dis-je, gardant ma voix neutre. Marc m'a dit qu'elle l'appelait beaucoup ces derniers temps, et Émilie a mentionné l'avoir vue chez nous quand je n'étais pas là. J'essaie juste de comprendre ce qui se passe. C'était partiellement vrai. Émilie avait mentionné avoir vu la voiture de tante Léa dans notre allée un après-midi quand elle était rentrée de l'école plus tôt. Bien qu'à l'époque, j'avais supposé qu'elle se trompait. Oh, ma chérie, dit maman avec ce ton désinvolte que je connaissais si bien. Tu sais comment est Léa. Elle voulait probablement juste aider avec les problèmes que vous aviez tous les deux. Elle a toujours tellement tenu à ton bonheur. C'est ça, dis-je. C'est pourquoi j'ai pensé que nous devrions peut-être l'appeler maintenant et obtenir sa version de l'histoire. Clarifier les choses. Voudriez-vous l'appeler et lui demander de se joindre à cette conversation? Bien sûr, dit papa. Attends. Je les entendis conférer avec Léa, mon cœur battant la chamade en attendant sa voix. Clara, dit-elle, l'air surprise mais pas paniquée. Maman a dit que tu voulais parler de Marc. Est-ce que tout va bien? J'espère que tu pourras m'aider à comprendre ça, répondis-je. Marc a mentionné que vous avez beaucoup parlé ces derniers temps. Eh bien, oui, dit-elle, et je pouvais pratiquement l'entendre calculer sa réponse. Il semblait vraiment stressé par le travail et l'argent, et je voulais juste aider. Je veux dire, tu es ma sœur. Ton bonheur compte pour moi. C'est si gentil de ta part, dis-je, chargeant ma voix d'une fausse gratitude. Et c'était vraiment attentionné de ta part de passer à la maison pour voir Émilie quand je travaillais tard. Il y eut la plus petite des pauses. Oh, ça. Oui. Je voulais juste m'assurer qu'elle allait bien. Bien sûr. Et Marc a apprécié le soutien, j'en suis sûre, surtout pendant cette période difficile avec. Eh bien, avec tout ce qu'il a traversé. Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda Léa. Et maintenant, il y avait une légère tension dans sa voix. Les conséquences de cet appel téléphonique furent rapides et brutales. Papa a raccroché au nez de Léa à mi-phrase lorsqu'elle a commencé à me blâmer d'avoir volé l'affection de Marc en premier lieu. En moins d'1 heure, il m'avait rappelé, avec une voix tremblante que je n'avais jamais entendue auparavant. Clara, je dois te dire à quel point je suis désolé, dit-il. Pour tout. Pour ne pas l'avoir protégée quand vous étiez enfant. Pour ne pas avoir vu ce qu'elle était vraiment. Pour avoir laissé cela arriver à ta famille.
Les changements sont venus plus vite que je ne l'espérais. À la fin de cette semaine, mes parents avaient consulté leur avocat spécialisé dans les successions et avaient complètement réécrit leur testament. L'héritage de Léa, son fonds fiduciaire, son accès à une carte de crédit d'urgence. Tout a été révoqué. Nous aurions dû faire cela il y a des années, a admis maman alors que nous étions assises dans ma cuisine pendant qu'Émilie jouait dans le jardin. Nous avons encouragé son comportement en la tirant toujours d'affaire, en trouvant toujours des excuses. Nous avons créé ce monstre. Pendant ce temps, j'avais déposé une demande de divorce et exigé un test de paternité dans le cadre de la procédure. L'avocat de Marc a essayé de faire valoir que c'était prématuré puisque le bébé n'était pas encore né. Mais mon avocat a été implacable. Nous devons établir la paternité à des fins de pension alimentaire et de garde d'enfants, a-t-elle expliqué au juge. Ma cliente a le droit de savoir si son mari a eu un enfant avec sa sœur. Les résultats du test de paternité prénatale sont arrivés 6 semaines plus tard, et ils ont confirmé ce que j'avais déjà su dans mon cœur. Marc était le père. Le voir en noir et blanc sur le rapport de laboratoire, c'était comme être poignardé à nouveau, mais cela signifiait aussi que je pouvais avancer avec une clarté totale. Marc a essayé de me contacter plusieurs fois pendant cette période, envoyant de longs emails sur à quel point il était désolé et à quel point il voulait arranger les choses. Je les ai tous transmis à mon avocat sans lire au-delà des premières lignes. Il n'y avait rien qu'il puisse dire qui changerait ce qu'il avait fait ou avec qui il avait choisi de le faire. La procédure de divorce a été compliquée, mais simple. Marc ne m'a pas combattu sur la garde. Il aurait Émilie tous les 2 week-ends et un soir par semaine. Il ne m'a pas combattu sur la maison. Je la garderai et la refinancerai à mon seul nom. Il ne m'a pas combattu sur la pension alimentaire. Il la paierait mensuellement jusqu'à ce qu'Émilie ait 18 ans. Ce sur quoi il m'a combattu, c'était sa relation avec Léa. C'est compliqué, Clara, a-t-il dit lors d'une de nos rares conversations en face à face au cabinet de l'avocat. Elle porte mon enfant. Je dois penser à ce qui est le mieux pour le bébé. Ce qui est le mieux pour le bébé, ai-je répondu froidement. C'est d'avoir un père qui n'abandonne pas ses responsabilités quand les choses deviennent difficiles. Mais vu ton passif, je ne retiens pas mon souffle. Léa, quant à elle, était en pleine chute libre. Son filet de sécurité financière disparu et ses relations familiales détruites. Elle faisait face à la réalité de la monoparentalité sans le système de soutien qu'elle avait toujours tenu pour acquis. Elle travaillait à temps partiel dans une boutique, gagnant à peine de quoi couvrir son loyer. Et maintenant, elle était enceinte et pratiquement sans abri. 3 mois après le départ de Marc, j'ai reçu un message de sa part que j'ai failli supprimer sans lire. Léa a eu le bébé. C'est un garçon. Il s'appelle Michel. Je pensais que tu devrais savoir. L'appel est arrivé 4 mois après la finalisation du divorce, un jeudi soir pluvieux, alors que j'aidais Émilie avec ses devoirs. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais quelque chose m'a poussé à répondre quand même. Clara, la voix était si brisée et petite qu'il m'a fallu un instant pour réaliser que c'était Léa. Comment as-tu eu ce numéro? J'ai un nouveau téléphone. Clara, s'il te plaît, ne raccroche pas. Je sais que tu me détestes et je sais que je le mérite, mais j'ai besoin de te parler. Je suis allée dans la cuisine, hors de portée d'Émilie. Qu'est-ce que tu veux, Léa? J'ai des problèmes, dit-elle. Et j'entendais un bébé pleurer en arrière-plan. Un bébé qui pleurait. De vrais problèmes. J'ai été expulsée le mois dernier. Je suis dans un motel horrible et je n'ai pas d'argent pour une semaine de plus. Michel est malade et je n'ai pas les moyens de l'emmener chez le médecin et je ne sais pas quoi faire. Je ne ressentais rien. Aucune sympathie, aucune inquiétude fraternelle, rien d'autre qu'un froid détachement. Cela semble difficile. Clara, s'il te plaît. Je sais que j'ai tout détruit entre nous. Je sais que j'ai ruiné ton mariage et que je t'ai blessé de la pire façon possible, mais je te supplie. Pas pour moi, mais pour Michel. Il est innocent dans tout ça. Est-ce que Marc t'aide? Il y eut un rire amer. Marc a déménagé à Lyon pour un nouveau travail. Il envoie 300 € par mois de pension alimentaire, ce qui couvre à peine les couches et le lait infantile. Il a vu Michel 2 fois depuis sa naissance. Je vois.
Clara, je suis désespérée. J'appelle maman et papa depuis des semaines, mais ils ne répondent même pas à mes appels. J'ai essayé d'aller chez eux, mais ils ont changé les serrures. Il ne me reste plus personne. L'ironie ne m'a pas échappé. Léa, qui avait passé toute sa vie à détruire mes relations et à saper mon bonheur, était maintenant seule et demandait de l'aide à la sœur dont elle avait systématiquement ruiné la vie. « Qu'est-ce que tu me demandes exactement ?» ?»« Juste un prêt, dit-elle rapidement. Assez pour trouver un appartement et payer le premier mois de loyer. Peut-être 2000 €. Je te rembourserai dès que je serai sur pied. Je cherche du travail, mais c'est difficile avec le bébé. Et la plupart des endroits n'embaucheront pas quelqu'un sans adresse permanente. 2000 €. Environ la moitié de ce que Marc me versait en pension alimentaire mensuelle. De l'argent que je pouvais facilement lui donner. De l'argent qui résoudrait sa crise immédiate. S'il te plaît, Clara, je te supplie. Je sais que je ne mérite rien de toi, mais Michel le mérite. C'est ton neveu. C'est le frère d'Émilie. Demi-frère, corrigeai-je automatiquement. C'est ça. Demi-frère. Mais c'est quand même la famille. La famille. Le mot qui avait été utilisé pour excuser le comportement de Léa pendant 24 ans. La famille. Ce qui signifiait apparemment que j'étais censée tout pardonner et aider n'importe qui, peu importe à quel point il m'avait blessée. Clara, tu es toujours là? Je suis là. Alors, tu vas nous aider? Juste cette fois. Je jure que je ne te demanderai plus jamais rien. Je pensais à moi à 7 ans, retrouvant mon journal intime déchiré. Je pensais à moi à 14 ans, regardant ma sœur sourire alors que je me pliais de douleur à cause du lait qu'elle avait secrètement ajouté à ma nourriture. Je pensais à moi à 15 ans, mes cheveux en feu et ma sœur tenant le briquet. Je pensais à mon jour de mariage et à Léa me serrant dans ses bras et me disant à quel point elle était heureuse pour moi. Je pensais au dîner de Noël, Léa jouant avec Émilie tout en planifiant de séduire mon mari. Je pensais à 6 mois de trahison. 6 mois à me regarder dans les yeux et à faire semblant de se soucier de ma famille alors qu'elle la détruisait activement. Clara, s'il te plaît. Je ne te demande pas de me pardonner ou d'avoir une relation avec moi. J'ai juste besoin d'aide pour me remettre sur pied afin de pouvoir prendre soin de mon fils. Non, dis-je calmement. Quoi? Non, je ne t'aiderai pas. Je ne te donnerai pas d'argent. Je ne co-signerai pas un contrat de location d'appartement. Je ne fournirai pas de références pour des emplois. Je ne ferai rien pour te faciliter la vie. Mais Clara, tu as fait tes choix. Toi, Léa, tu as choisi de poursuivre mon mari. Tu as choisi d'avoir une liaison derrière mon dos. Tu as choisi de tomber enceinte. Tu as choisi de détruire mon mariage et de briser la famille d'Émilie. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences de ces choix. Je n'arrive pas à croire que tu sois si cruel. Après tout ce que nous avons traversé, interrompis-je. Tu veux dire tout ce que tu m'as fait subir? 24 ans de torture psychologique culminant par le fait que tu couches avec mon mari et que tu es son bébé. C'est ce que nous avons traversé, Léa. J'ai raccroché et bloqué le numéro immédiatement. Le cycle était enfin brisé. 5 mois plus tard, j'étais assise dans le bureau de ma patronne, acceptant une promotion au poste de directrice régionale du marketing avec une augmentation de salaire de 40%. Émilie s'épanouissait dans sa nouvelle école, se faisant des amis et excellant dans ses cours d'art. Notre maison redevenait un foyer au lieu d'une scène de crime. Vous avez vraiment redressé la barre cette année, dit Patricia en me tendant les papiers de promotion. Vos stratégies de campagne ont été innovantes, et vos compétences en leadership ont impressionné tout le monde au sein de l'équipe de direction. Ce soir-là, j'ai appelé papa pour partager la nouvelle. Clara, c'est merveilleux. Sa voix était chaleureuse et remplie d'une fierté sincère. Tu as travaillé si dur pour reconstruire ta vie. Ta mère et moi sommes si fiers de la façon dont tu as géré tout cela. Nous avons parlé pendant 1 heure des progrès scolaires d'Émilie, de mes nouvelles responsabilités professionnelles et de leurs projets de visite pour les fêtes de fin d'année. Cela faisait du bien d'avoir une relation normale avec mes parents pour la première fois depuis l'enfance. Je n'ai pas posé de questions sur Léa, et papa n'a pas donné d'informations. Plus tard cette semaine-là,
j'ai rencontré Madame Dupont, de mon ancien quartier, au supermarché. Nous avions toujours été amicales quand Marc et moi vivions dans la rue des Érables. Clara, comment vas-tu? J'ai entendu parler du divorce. Je suis tellement désolée. Merci, Madame Dupont. Nous allons bien. En fait, nous allons mieux que bien. Tant mieux pour vous, dit-elle, puis baissa la voix d'un ton conspirateur. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais votre sœur vit maintenant dans ses appartements avec jardin, rue des Chênes. Ceux subventionnés. Je la vois parfois à l'arrêt de bus avec un bébé. Elle a l'air mal en point. J'ai senti un frisson de quelque chose. Pas tout à fait de la satisfaction, mais un sentiment de justice cosmique. J'espère qu'elle reçoit l'aide dont elle a besoin, dis-je diplomatiquement. Ce soir-là, après qu'Émilie se soit endormie, je me suis assise dans mon salon, dans ma maison, dans ma vie que j'avais construite et reconstruite et finalement récupérée, et j'ai réfléchi à tout le chemin parcouru. Léa luttait dans un logement subventionné avec un bébé et sans système de soutien, faisant face aux conséquences de ses choix pour la première fois de sa vie. Marc était seul à Lyon, ayant perdu sa famille pour quelques mois d'excitation avec quelqu'un qui s'est avéré être plus de problèmes qu'elle n'en valait la peine. Mes parents travaillaient à reconstruire leur relation avec moi tout en pleurant la fille qu'ils pensaient connaître. Et moi, je prospérais. J'avais une carrière que j'aimais, une fille heureuse et en sécurité. Des parents qui me voyaient enfin clairement. Et le plus important, j'avais la paix. Une vraie paix. Pour la première fois depuis l'enfance. Émilie apparut dans l'embrasure du salon. « Maman, es-tu heureuse maintenant ?» demanda-t-elle. La question me prit au dépourvu. « Qu'est-ce que tu veux dire, ma chérie ? Tu sembles différente, plus légère, je suppose. Comme si tu ne t'inquiétais plus tout le temps. » Oui, Émilie, je suis heureuse maintenant. Plus heureuse que je ne l'ai été depuis longtemps. J'avais appris que parfois la meilleure vengeance n'est pas du tout une vengeance. C'est simplement refuser de laisser la toxicité de quelqu'un d'autre empoisonner votre vie. C'est établir des limites et les faire respecter. C'est choisir son propre bonheur plutôt que la manipulation des autres. Léa avait passé 24 ans à essayer de me détruire. Et à la fin, elle n'avait réussi qu'à se détruire elle-même. La petite fille qui s'était autrefois demandé pourquoi elle n'était pas assez aimée était devenue une femme qui connaissait sa propre valeur. C'était la vraie victoire.